Alors, donc déjà, premièrement, quelques petites actualités sur Capital Vert avant de lancer cet atelier. Donc, vous avez peut-être reçu en début de semaine un Save the Date pour le 8e comité des partenaires qui va se dérouler donc, le 9 décembre, vendredi 9 décembre à 19 h à l'Hexagone. En fait, avec l'équipe, on a eu un coup de cœur pour un spectacle qui s'appelle Dimanche, euh, qui est, euh, qui est un spectacle sur une famille qui s'apprête à passer un dimanche tout à fait normal, sauf qu'ils vont être, leur tranquillité va être troublée par des dérèglements climatiques et en fait, on découvre comment ils s'adaptent dans cette pièce de théâtre. Enfin, ils vont s'adapter même parfois jusqu'à l'absurde. Donc, c'est assez drôle, c'est poétique et c'est vraiment un spectacle qu'on a beaucoup aimé, qu'on a vu tous ensemble. Et donc, on vous invite en fait à la fin d'année pour vous remercier pour tout votre engagement, que ce soit dans des événements, dans des défis, d'avoir participé à cette belle année. Et on aura un cocktail à la suite du spectacle. Donc voilà, vous pouvez déjà réserver votre 9 décembre soir. La deuxième actualité qu'on voulait vous partager, c'est le Cap Vert. Donc, c'est un cahier qu'on a sorti très récemment, là, fin octobre. C'est le dernier outil de communication qu'on utilise. Et l'objectif de ce document, c'est de vraiment inviter, enfin, c'est un livret pédagogique en fait pour aider à passer à l'action. Donc, c'est pas simplement une liste d'actions, c'est un livret dans lequel on a mis des quiz pour apprendre des informations sur la mobilité, sur l'énergie, les déchets, enfin sur toutes les thématiques, les 12 thématiques de Capitale Verte dans l'année. On a mis aussi des infos aux ressources avec la boîte à outils et on a fait pour chaque thématique un je passe à l'action. Donc vous avez 3 niveaux, je découvre, j'expérimente et je change durablement. Donc on voulait vraiment pouvoir s'adapter aux différents niveaux de la transition des personnes. Donc voilà, ceux qui n'ont encore rien fait du tout peuvent aller sur je passe à l'action, je découvre, et ceux qui sont déjà à un niveau bien avancé sur la transition passent directement sur je change durablement. Donc voilà, c'est un outil qu'on a à disposition, qu'on peut distribuer si vous organisez des événements dans vos entreprises, communes, associations. N'hésitez pas à nous demander. Je me Voilà. permets juste d'ajouter, pardon Hélène, c'était pas écrit sur le diapo, mais on peut aussi attirer votre attention. Il y aura la cérémonie de clôture de l'année Capitale Verte qui aura lieu aux Mines, au marché d'intérêt national le 10 décembre, le 8 décembre. Je ne sais plus, j'ai pas le calendrier sous les yeux. 10 Donc, décembre. ça sera l'occasion aussi d'avoir le 10 décembre, pardon, on aura des ateliers autour de l'alimentation, des spectacles, un concert, tout plein d'intervenants qui sont super intéressants sur le territoire et qui permettent aussi d'en apprendre plus sur la transition. Donc, c'est gratuit et voilà, ça sera sur l'après-midi et la soirée du 10. C'est bon pour Aux vous. mines, au marché international donc. Alors, nous allons maintenant commencer cet atelier. Un petit point d'orga. Voilà, l'objectif de l'atelier, on vous l'a dit, c'est de vous présenter les dispositifs qui vont vous permettre de relever les défis Capitale Verte. Car encore une fois, l'année n'est pas finie. Et même quand on sera en 2023, les défis pour l'environnement, ils sont toujours d'actualité, hein. Donc, que ce soit des dispositifs qui sont portés par les collectivités territoriales, mais aussi par des entreprises, par des assos, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui se bougent sur le territoire sur la thématique déchets. On a aussi fait le choix de mettre en avant des témoignages, puisque des fois, c'est ça qui nous manque pour se dire, OK, moi aussi, je peux le faire. Donc, on aura 2 témoignages dans le cours de cet atelier. Et bien sûr, l'objectif, c'est de répondre à vos questions. Donc, comment on va fonctionner? À chaque fois, il y a 2 interventions, enfin, voire 3 pour la première, sur chaque défi, chaque défi Capitale Verte. Donc, on va dérouler les 2, 3 interventions et après, on prendra 10 petites minutes pour répondre à vos questions. Soit vous les posez sur le chat, sur le fil de discussion, soit vous les posez directement à l'oral en prenant la parole. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau quand les intervenants parlent. Comme ça, on aura déjà toute une série de questions qui seront à traiter au moment du temps d'échange.
Voilà, et un point important, donc comme on vous l'a dit, vu qu'on a décidé de présenter beaucoup de dispositifs, chaque intervenant est déjà bien au courant, ils n'ont que 5 minutes pour présenter, et Clara fera le timekeeper, et donc elle lèvera sa petite main virtuelle quand il restera qu'une minute à l'intervenant pour parler, voilà, pour qu'il sache qu'il faut qu'il passe à la conclusion. Voilà, et donc l'atelier, voilà, Clara a déjà lancé l'enregistrement. Il sera mis en replay sur notre site internet greengrenoble2022.eu, aussi avec ce support de présentation, puisque vous allez voir qu'il y a plein de contacts intéressants pour la suite pour vous. Alors, lançons-nous dans l'atelier. Donc, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, il y a 5 défis capitales vertes sur la thématique déchets. Donc, le premier, c'est zéro pollution plastique, zéro jetable. Ensuite, longue vie à nos objets et nos vêtements. Quartier, village, école et entreprise zéro déchet. Le quatrième, retour à la terre, je composte. Et le cinquième, trier pour recycler. Donc, on va commencer par le premier défi. On va les faire dans l'ordre ce mois-ci. Donc, je vais d'abord donner la parole à Stéphanie Mollet, donc de la métro, qui va vous expliquer comment la métro incite les habitants à consommer sans emballage. Et ce qui est intéressant dans la politique publique qu'elle va vous présenter, c'est que la métro elle a vraiment cherché à cibler des populations qui sont moins concernées par ces questions de transition et comment elle fait pour les aider à changer de mode de consommation. Donc voilà, là, on n'est pas en train de parler que des épiceries vrac et des gens déjà convaincus. Donc voilà. Donc Stéphanie, comment faites-vous? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui, impeccable. Bah oui, donc merci de nous donner la parole pour effectivement témoigner sur ce nouveau dispositif qu'on est en train de mettre en place, sachant que juste je fais une petite intro en disant qu'aujourd'hui quand même, au niveau de la métropole, on a mis en place un certain nombre d'actions autour de la lutte contre la pollution plastique en général et le tout jetable en particulier, dans le cadre d'un grand programme local de prévention des déchets, mais aussi on participe à un programme territoire zéro pollution plastique, donc avec vraiment toute une palette d'actions que bien sûr on n'a pas le temps de balayer aujourd'hui, mais là on a fait le choix de vous présenter cette action qu'on a développée à l'occasion du mois de la réduction des déchets qu'on organise à l'occasion de Grenoble Capitale Verte ce mois-ci. Donc, on a, comme c'est écrit ici, un enjeu fort autour des emballages en plastique à usage unique qui font partie de notre quotidien et qui nous envahissent tous les jours, hein, puisque là, on a quelques chiffres qui sont issus de nos résultats vraiment concrets sur la métropole, puisqu'on a plus de 100 tonnes d'emballages qui sont générés chaque jour sur la métropole de Grenoble, alors avec une bonne partie en plastique, pas que, hein, mais c'est forcément un enjeu important quand on prend conscience de ces chiffres. Alors bon, ça représente plus de 40 000 tonnes par an, ça donne, c'est difficile à voir, et c'est à peu près le poids de 4 tours Eiffel. Donc que d'emballage généré que sur le territoire des 49 communes de la métropole, donc c'est dire l'enjeu. Un autre enjeu aussi qui nous semble important d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on ingère à peu près 5 grammes de plastique qui sont dissimulés dans l'alimentation notamment, et ça correspond à peu près au poids, pardon, c'est 5 grammes par semaine. C'était pas très clair. Ah si, c'est bien écrit. C'est le poids d'une carte bancaire, donc c'est pas rien. Et donc, il y a encore une fois des efforts à faire, du coup, en tout cas des questions à se poser sur comment limiter l'usage des emballages en plastique. Voilà. Notre objectif, c'est donc d'encourager et de démocratiser l'achat sans emballage jetable et d'étendre ce mode de consommation à tous les modes de consommation, comme disait Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire pas seulement aux épiceries vrac. Là, on a fait il y a des photos qui sont peut-être pas très claires, mais au-dessus, on a un peu l'état des lieux avec les fruits et légumes hyper emballés dans du plastique qui ne sert que quelques minutes le temps de faire ses courses, contre des emballages plus vertueux en tissu, par exemple, qui sont réemployables, et puis de remplacer petit à petit, aussi dans les grandes surfaces, les rayons d'épicerie classique par des rayons vrac. Donc, comment on s'y prend? Donc là, on a 2 actions qu'on vous présente aujourd'hui.
qui est d'abord la constitution d'un kit de l'achat sans emballage. On vient d'éditer un petit guide de 8 pages sur J'achète sans emballage, qui donc, comment dire, c'est pour mettre le pied à l'étrier un petit peu, encore une fois, des gens qui seraient éloignés de ces questions. Notre cible, c'est effectivement les gens qui n'ont pas forcément le réflexe. Et en l'occurrence, d'ailleurs, ça se voit sur la couverture, là, je ne sais pas si c'est bien visible, mais on a vraiment essayé d'orienter ce guide sur les pratiques, notamment en grande surface. Et on vient de réaliser aussi des sacs en tissu, comme vous le voyez ici sur les photos, qui sont des sacs fabriqués localement par les ateliers Marianne, donc une structure de l'économie sociale et solidaire qui est basée à Pont-de-Claix, à partir de chutes de tissus réemployés. Donc, on est vraiment dans une logique d'économie circulaire. Et là, on vient de mettre en place donc, un partenariat avec la grande distribution. Et là, dans les semaines qui viennent, on a 6 demi-journées de mémoire, oui, de distribution et de sensibilisation auprès des consommateurs et des clients de la grande distribution. Et on va leur mettre à disposition donc, ce guide et ce sac avec mise en œuvre effective sur place avec les consommateurs, c'est-à-dire qu'on va leur montrer comment aujourd'hui on utilise un sac à vrac aussi bien, le terme vrac est valable aussi pour les fruits et légumes, ne serait-ce que ça, c'est déjà une première étape. Donc on espère après, par la suite, organiser d'autres distributions au cours d'autres événements. Donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Sur la deuxième action, c'est le sticker commerçant. Très rapidement, s'il vous plaît, Stéphanie, on a déjà dépassé le temps. Merci. Déjà, zut, oh là, ça passe très vite. Donc, on souhaite offrir de la visibilité aux commerçants engagés qui permettent de, vous voyez, avec ces 2 adhésifs, alors c'est des dispositifs qui existent déjà, qui ont été développés sur d'autres territoires, mais là, on essaye de les mettre en avant en proposant aux commerçants qui s'engagent à accepter les boîtes de leurs clients et les sacs à vrac, ainsi que ceux qui acceptent de remplir les gourdes d'eau et tout ça pour informer et inciter les consommateurs à donc utiliser leurs propres contenants et leurs gourdes en évitant les bouteilles en plastique. Pardon d'avoir dépassé. L'exercice n'est pas facile. Merci Stéphanie. Donc, il ne nous reste plus qu'à être à l'affût de ces nouveaux stickers alors qui vont apparaître sur les commerces de la métropole. Ok, merci. Alors, on va passer à un autre dispositif maintenant. Peut-être que dans votre entreprise ou dans votre commune, association, chaque matin, vous voyez vos collègues boire un petit café et 5 minutes après jeter leur gobelet en plastique et ça vous chagrine fortement. Donc, l'association Ulysse a une solution clé en main à vous proposer. Donc, je vais laisser Jean-Jérôme Calvier la présenter. Bravo, belle intro, Hélène. Super. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis directeur exécutif d'Ulysse. Ulysse, c'est un groupe d'économie solidaire basé à Grenoble. On est une société coopérative d'intérêt collectif, une société à mission. Peut-être la diapo suivante, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui actionne le truc. Voilà. Du coup, le groupe est composé d'associations. On est des structures d'insertion par l'activité économique et on œuvre dans différents champs d'activité. Là, je vais présenter particulièrement Ulysse Grenoble Solidarité et l'activité qu'on développe dans un de nos ateliers, qui est donc la fin des gobelets plastiques à usage unique, comme l'a dit Hélène. Donc, on a un marché avec le département de l'Isère depuis 2016 concernant les éco-cups que vous trouvez dans les festivals culturels, sportifs, associatifs en tout genre. Donc, nous, on est titulaire de ce marché d'insertion. Donc, on va livrer des gobelets propres sur des événements ou dans différents points de retrait du département, chercher les salles et s'occuper de tout le lavage et le conditionnement. Et depuis 1 an, on a contracté avec Newsy, qui est donc une nouvelle société française à Rennes, qui travaille avec des structures d'économie sociale et solidaire. Et on a 2 partenariats locaux, l'un avec l'entreprise Biomérieux, que je remercie, et bientôt avec Grenoble École de Management, où effectivement, on propose, pour remplacer dans les machines à café ou les fontaines à eau, les fameux gobelets à usage unique, alors peu importe la matière,
puisque la loi anti-gaspillage et économie circulaire a interdit l'objet plastique à usage unique, mais il est remplacé par un gobelet en carton qui a une fine couche de plastique pour assurer l'étanchéité et qui ne résout absolument pas la problématique du déchet. Donc nous, ce qu'on propose clé en main, c'est donc ce fameux gobelet Newsy qui a la seule innovation, entre guillemets, alors c'est pas du high-tech, mais c'est d'avoir pensé à mettre une collerette au-dessus du petit gobelet qui permet de le mettre dans le distributeur à café. Donc, prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, tout ça, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi bien dans une activité de service, dans du tertiaire, que dans une industrie. On peut cibler des salles blanches pour des fontaines à eau, on peut cibler le secteur, l'administration, la collectivité, enfin voilà, tous les endroits où les professionnels utilisent du café. Là, vous avez des chiffres, je ne les détaille pas, mais vous trouvez énormément d'éléments en termes de consommation et de consommation et de bilan carbone, sur toutes les solutions. Et finalement, celle qui est la plus sobre en carbone et en eau et en énergie, c'est le gobelet réutilisable. Oui, tu peux passer. Voilà, donc c'est tout un protocole, si vous voulez, qui est complètement établi et qui est avéré. Donc, c'est complètement clé en main. Le Newsy, notre partenaire, propose un devis du coup aux professionnels, à l'entreprise, la collectivité, l'administration, qui établit un contrat avec cette entreprise-là. Et nous, on est l'opérateur pour la livraison des propres, la collecte des salles, et puis bien évidemment tout l'aspect lavage, contrôle qualité, traçabilité, pour vous livrer en temps et en heure les gobelets pour que les agents, les collaborateurs, les salariés, vos collègues puissent boire leur café ou se rafraîchir en évitant effectivement des déchets. Voilà, et la dernière slide, c'est les contacts de mes collègues de l'atelier qui pourront vous renseigner plus en détail sur ce service-là, qui est en fort développement, et bien heureusement, mais il y a encore beaucoup à faire quand on voit au quotidien. Je pense que chacun d'entre nous, on constate que ce soit dans des machines à café ou dans des événements traiteurs, on a encore malheureusement fréquemment du gobelet jetable qui est présent. Donc, Ok, merci beaucoup Jean-Jérôme pour cette présentation. Clairement, ça a tout pour plaire. Réduction des déchets, plus création d'emplois en insertion et sur le territoire. Je pense qu'il y aura sûrement des amateurs dans l'atelier. Et on va continuer dans notre lancée sur les gobelets, sur la réduction de ces gobelets jetables avec un témoignage, puisque à l'Institut Langevin, ils ont réussi à éradiquer donc, ces gobelets dans une entreprise où il y a plus de 500 salariés, même 520 maintenant. Donc, Françoise Vauquois, comment avez-vous fait? Bonjour à tous. Il n'y a pas de miracle. Comment avons-nous fait? Nous avions, d'abord, on a fait un constat et le constat nous a fait peur. Vous voyez les chiffres, donc on avait 600 gobelets jetables utilisés par jour en moyenne dans l'entreprise et jusqu'à 2000 l'été. Alors, aux machines à café, aux fontaines à eau. Je vais dire rapidement que l'ILL est un institut de recherche, que nous accueillons des scientifiques qui viennent parfois de très loin, qui viennent pour des durées limitées pour faire des expériences chez nous. Et que pour ces gens, évidemment, c'est priorité science. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais je continue. Donc, il y a une priorité de temps, d'efficacité. Ils peuvent travailler la nuit. On peut peut-être passer à la diapo suivante parce qu'on avait effectivement des difficultés à affronter. Les zones expérimentales chez nous sont absolument interdites pour boire, pour manger. Ce sont des zones où, pour 36 raisons sanitaires et réglementaires, on n'a pas le droit de boire ni de manger. De sorte qu'à chaque fois que quelqu'un avait soif, il sortait des zones expérimentales, prenait un gobelet, buvait 2 gorgées, jetait le gobelet et il retournait. Ça pouvait se passer évidemment un certain nombre de fois par jour, d'où les chiffres qui nous ont fait un petit peu peur. Alors, comment s'y prendre? D'abord, il faut savoir que ces gens que nous accueillons, qui sont des chercheurs, sont notre raison d'être et que nous essayons de les accueillir dans le plus grand des conforts et pour leur faciliter la tâche. Donc,
quand il a été question de supprimer les gobelets, ça a réellement suscité un tollé en entreprise. Alors, on a fait quoi? On a fait de la communication. On a pris du temps. On a passé du temps pour communiquer largement sur toute la pollution plastique. Les chiffres ont été donnés précédemment, je ne vais pas y revenir. On a pris du temps pour ça. On a proposé des solutions. Alors, par exemple, celle que vous voyez là, qui n'a rien de parfait. Il s'agit de tasses pliables que les gens peuvent mettre dans leur poche. C'est un petit peu le type d'équipement qu'on peut emporter en montagne aussi. Donc, on a réussi à convaincre d'offrir ça, ce type d'équipement à l'ensemble de notre personnel, d'une part. D'autre part, l'ensemble des chercheurs qui viennent travailler chez nous. Et enfin, à tous nos sous-traitants, à condition bien sûr qu'ils soient là un petit peu, sur une durée un petit peu longue. Donc, ça a certainement contribué à l'acceptabilité de la mesure. Et ensuite, on a utilisé l'argument financier, c'est-à-dire qu'on a passé du temps avec mes collègues des achats à négocier avec le prestataire de machines à café, à négocier des prix qu'on voulait très, très différenciés. Pourquoi là, on est peut-être un peu déjà dans le détail, mais pourquoi des prix différenciés? Parce qu'il nous a semblé que convaincre c'était bien, et que pour l'acceptabilité, le porte-monnaie serait plus efficace. Finalement, on a eu, je crois, raison de faire ça. Il s'avère que alors voilà, vous avez ici effectivement les détails des prix. Vous voyez, on a obtenu de notre prestataire qu'on aille assez fort dans la différence. Donc, si les gens viennent les mains dans les poches, sans tasse, sans gobelet, si en plus ils n'ont pas de clé de fidélité qui est réservée au personnel, ils payent quand même leur café 60 centimes. S'ils ont quand même une clé de fidélité, mais ni tasse ni gobelet, 55 centimes. Ces prix baissent à 25 et à 20, c'est-à-dire qu'on n'est pas à trois fois le prix, mais pas loin. On a beaucoup insisté auprès du prestataire qui n'était pas forcément partant pour ce pari. Et finalement, on a pris ce pari et ça a été très efficace, il faut bien le dire. Donc, on n'est pas allé au bout tout à fait de la démarche parce que notre direction a souhaité qu'il y ait quand même la possibilité de garder des gobelets à usage unique, comme ça a été dit. C'est loin d'être parfait parce qu'effectivement, il y a cette pellicule plastique et on n'aime pas ça du tout. Mais le prix fait que ces gobelets en carton plastifiés sont très, très peu utilisés en réalité. Donc, ça fonctionne. Par ailleurs, on a essayé de rendre les choses un peu festives. On a fait une distribution donc au personnel, aux sous-traitants, aux chercheurs invités sur toute une semaine dans des lieux de passage avec un peu d'information et en essayant d'être un peu positif. Tout ça fait qu'on a pu, en finalement très peu de temps, après une petite période transitoire de 3 mois, on a pu supprimer totalement les gobelets plastiques sans finalement que ce soit un scandale. Donc, voilà, on est assez content de ça parce que certaines mesures sont plus difficiles à faire accepter. Là, on a été soutenu par la direction, on a trouvé le petit budget qui consistait à faire le cadeau, les négociations se sont bien passées, voilà. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a parfois des entreprises comme la nôtre où il y a à la fois beaucoup de monde, d'autre part des contraintes qui font qu'on ne peut pas faire entrer un circuit comme ce que propose Ulysse et qui est formidable, parce qu'on ne peut pas aller partout, parce qu'il y a trop de bâtiments, parce que. Et finalement, une solution purement interne comme celle-là peut aussi fonctionner très bien. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Françoise. Donc là, on a une présentation vraiment de 2 dispositifs qui sont différents. Vous pouvez voir qu'on ne parle pas de toute petite structure. Hein. Là, on est bien sur une entreprise à plus de 500 personnes et Ulysse est aussi en capacité d'agir sur des grosses entreprises. Donc voilà, là, vous avez 2 systèmes clés en main. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place dans votre commune, entreprise, association. Et donc maintenant, on va prendre les questions que vous avez sur donc, les 3 intervenants qui viennent de passer.
Donc, soit vous prenez directement la parole à l'oral, ou sinon, Clara va lire les questions qu'il y a sur le chat, sur le fil Alors, de il y a discussion. déjà des questions qui ont été posées et les intervenants ont déjà répondu dans le chat un petit peu. Il y a quelques questions qui restent, qui n'ont pas été auxquelles on n'a pas eu de réponse. Notamment, on avait une question. Alors, Françoise, vous avez déjà un peu mis les chiffres, en fait, le prix de ces tasses, notamment. Mais au sein de votre entreprise, est-ce que peut-être vous connaissez, Jean-Jérôme Calvier ou Françoise, le prix d'une tasse classique jetable à peu près? On a eu cette question. Est-ce que vous avez la clé, etc. C'est peut-être un peu particulier. Le prix d'un, vous voulez dire le prix d'un gobelet jetable? Non, je ne l'ai Ok. Pardon, je ne l'ai pas. Le prix des tasses qui sont encore une fois loin d'être parfaites, des tasses pliables qu'on a offertes, elles sont autour de 2 € pièce. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une solution idéale, hein. On considère que c'est une période de transition et qu'il faut viser l'acceptabilité. Donc, on a pu avoir les moyens de faire ce cadeau qui a beaucoup aidé, enfin, D'accord. mais qui n'est pas parfait. Mais souvent, il y a besoin parfois, il y a besoin pour passer à l'action d'avoir un gobelet, d'avoir un bioseau, d'avoir quelque chose qui permette de changer de comportement. Exactement. Il suffit parfois de pas grand-chose pour emporter l'adhésion, en fait. Je vois qu'il y a Chamrousse qui lève la main. Allez-y. Je reviens juste sur ma question par rapport au remplissage des gourdes pour les commerçants qui jouent le jeu. Moi, je trouve ça hyper intéressant et je sais que sur la station des Arcs, ils ont réussi justement à faire ça. Simplement, moi, j'ai du mal avec les acteurs professionnels de la station d'arriver à les motiver pour tous ceux qui vendent des bouteilles en plastique. Et qui du coup ont un bénéfice sur cette vente, de les faire proposer en fait le remplissage des gourdes. Donc je me demandais si un système de remplissage mais payant, après je suis bien d'accord, il faut trouver le prix adéquat pour cette prestation, pouvait être envisagé et si par hasard vous y aviez quand même réfléchi au niveau de Grenoble et de la métro. Alors, Stéphanie Mollet. Il y a Augustin Gameau qui met dans le chat qu'il s'agit d'une obligation réglementaire. Je ne sais pas si, Augustin, tu en sais plus. Augustin donc de la LEC. Augustin de la LEC, oui. Ou si quelqu'un d'autre peut répondre. Même pour les personnes je suis en train de rechercher l'article de loi, mais effectivement, c'est un article issu de la loi climat et résilience. Et du coup, normalement, les restaurateurs, maintenant, ont l'interdiction de refuser quelqu'un qui demanderait à remplir sa gourde gratuitement. Les restaurateurs, je vais essayer oui, mais après, pour tous ceux qui vendent, je sais pas moi, des produits locaux ou pour une petite supérette, etc., est-ce qu'eux aussi ont l'obligation ou pas? Dans une supérette, je pense pas, mais c'est plutôt ceux qui ont de l'eau courante à disposition. Normalement, si vous venez avec votre gourde, ils ont l'obligation de la remplir, même si vous consommez pas dans le bar ou dans le restaurant. Mais je vais essayer de chercher en attendant l'article de loi. Je vous le remets dans le chat dès que je le trouve. Super, merci. Stéphanie, est-ce que c'est possible que tu précises, est-ce que c'est compliqué de convaincre les commerçants d'accepter de remplir les gourdes, de poser ces stickers, ou est-ce qu'il y a une forte adhésion ou pas du tout? J'avoue qu'on commence juste, qu'on n'est pas encore en phase de développement très massif du dispositif. On a fait une distribution lors du Salon dauphinois qui rassemblait tous les commerces de bouche. C'était pas la folie pour le moment. Et puis là, aujourd'hui, on est en train de demander plutôt en interne là, à nos collaborateurs et aux collègues de convaincre les commerces de proximité qu'on a l'habitude de fréquenter. Mais j'avoue que pour l'instant, on n'est pas encore passé en phase de diffusion massive, mais on espère y arriver en 2023. Ok. Si vous voulez un retour d'expérience, je vous conseille vraiment de contacter la commune des Arcs, parce qu'ils l'ont lancé, je crois, depuis déjà 1 an et demi, sur la station et la commune. Ok, merci. Stéphanie, juste pendant que vous avez la parole, il y a une petite question dans le chat. Est-ce que vous avez des dates ou un planning pour les distributions des guides et des sacs J'achète sans emballage ou pas encore?
Oui, alors justement, pendant que tout à l'heure j'étais en train de rechercher les dates, je les regarde là d'ici là, je les ai pas en tête. D'accord. On a 3 magasins, en tout cas, c'est Leclerc-Comboire, Carrefour à Saint-Égrève et un Intermarché de Grenoble dont j'ai plus l'adresse, mais je vous mettrai dans le chat Super. les créneaux précis. Merci beaucoup. Et puis, on a Nathalie Moyon qui a une question aussi. Je t'en prie, Nathalie. Oui, bonjour. C'était juste pour rebondir sur l'opération des stickers auprès des commerçants qui acceptent les emballages à remplir que les clients amènent. Il y a quelques années, en fait, et puis au niveau national, il y a l'association Zero Waste France qui a vraiment toute une campagne qui va en ce sens. Et à Grenoble, Zero Waste Grenoble, il y avait déjà un groupe de bénévoles du coup, qui avait fait cette démarche de porte à porte auprès des commerçants, des boulangeries, que les bénévoles de l'association connaissaient pour discuter avec ces commerçants et du coup les inviter à coller l'autocollant. Donc c'est vrai qu'il y a déjà il y a déjà une sorte de fond de quelques commerces et restaurants qui ont déjà ces autocollants Zero Waste Grenoble, on accepte les contenants. Donc ça peut être aussi peut-être une première base pour étendre un peu la démarche que maintenant qui est reprise au niveau de la métropole, et ça c'est vraiment super. Tout à fait, c'est dans l'esprit, on aimerait bien développer effectivement des partenariats avec des acteurs locaux, des associations comme Zero Waste, effectivement, pour s'appuyer sur ce que savent faire ces structures. Ouais. Merci beaucoup. On va devoir passer au défi suivant, le défi 11.2. S'il y a encore des questions, je vous invite à la fois aux participants à poser vos questions dans le chat et aux intervenants à regarder si vous pouvez répondre en parallèle pour celles qu'on n'aurait pas eu le temps de prendre. Hélène, je te laisse prendre la suite. Merci. Donc, on sait que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Mais comment on fait si le déchet existe? Comment on fait pour qu'il devienne une ressource, pour lui donner une seconde vie? On va voir avec Isabelle Vaillant qui va nous expliquer ce que la métropole met en place pour que ces déchets deviennent des ressources. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. C'est bon, ouais. Donc oui, effectivement, Hélène, donc la métropole est impliquée aux côtés des acteurs du territoire pour lutter contre le gaspillage des objets et puis tenter de les faire durer le plus longtemps possible. Donc le travail de la métropole, en fait, il est encadré par un schéma directeur, le schéma directeur réemploi-réparation, qui a été adopté fin 2019 et qui a été co-construit avec les acteurs du territoire. Ils sont nombreux sur le territoire métropolitain. Et voilà, l'enjeu, qui est un enjeu assez ambitieux, c'est de sortir donc, des déchetteries et de nos poubelles tous les objets, en tout cas un certain nombre d'objets encore réemployables. On s'est fixé l'objectif de 7500 tonnes d'objets à sortir, qu'on souhaiterait donc réorienter vers du réemploi, de la réparation, et aussi pour un certain flux vers du recyclage. Donc sur les 7500 tonnes, il y a 2500 tonnes de textiles qu'on veut aussi sortir des poubelles. Donc ça représente 10 kilos par an, par habitant, détournés des poubelles et des déchetteries. Donc le plan d'action du schéma réemploi-réparation, en fait, il vise à la fois à structurer les filières du réemploi et de la réparation, parce que donc on a beaucoup d'acteurs sur le territoire, et avec tous ces gisements qu'on souhaiterait aussi détourner, voilà, il y a une nécessité de structurer, de consolider les filières. Donc, je pense que Rachel, voilà, en parlera juste après moi. Et puis, donc, on a des actions aussi dans ce plan d'action qui visent, elles, vraiment à changer le comportement des usagers vis-à-vis de ces objets et à leur donner les bons réflexes, voilà, de dons, d'achat d'objets de seconde main, de se tourner vers la réparation quand aussi c'est nécessaire. Voilà, donc on a des actions qui sont plus à viser de changement de comportement. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc parmi ces actions, on a notamment le déploiement de nouveaux services de collecte d'objets réemployables. Donc on souhaite là en fait compléter là encore vraiment l'offre qui existe sur le territoire et qui est proposée par les acteurs du réemploi.
Donc voilà, la métropole, elle s'en sert dans ce qui existe et souhaite renforcer cette offre en la rendant aussi accessible au plus grand nombre. Donc, notamment, on a un nouveau service en déchetterie d'espace de réemploi qu'on déploie depuis septembre 2021 qui s'appelle les donneries. Donc, on est présent avec ces donneries sur 4 déchetteries de l'agglomération. Et donc, on s'appuie sur le collectif d'acteurs Fabricanova pour assurer l'animation de ces donneries. Comme deuxième service de collecte d'objets réemployables, en fait, on déploie depuis février un service de collecte d'objets volumineux. Donc là, l'enjeu, c'est surtout de ne pas enlever les bons réflexes des usagers qui ont l'habitude d'aller en déchetterie. C'est vraiment de pouvoir proposer un service qui permet à des usagers, par exemple, qui n'ont pas de véhicule pour se rendre en déchetterie. Voilà. Donc là, en fait, on va en porte-à-porte, collecter les objets volumineux des usagers. Et si les objets sont en bon état, on va tout faire, en fait, donc là encore, c'est Fabricanova qui va, c'est ce qu'on appelle une collecte préservante, donc les objets en bon état seront gardés en bon état et on les retrouvera dans les boutiques solidaires des acteurs du réemploi. C'est le cas aussi, en fait, des objets qui sont collectés en donnerie. Tous les objets ensuite sont redistribués, revalorisés dans les boutiques solidaires des acteurs de Fabricanova. Sur la question du textile, donc là, au niveau de la métropole, on propose un service de collecte des textiles en container, donc sur l'espace public. Donc là encore, ça vient compléter les points d'apport volontaire qui sont gérés directement par les acteurs du territoire. Donc, nous sommes en pleine campagne de collecte, puisque voilà, sur cet automne 2022, donc jusqu'à début décembre, on propose sur 42 communes des containers, donc on en a presque une centaine à ce jour, et en complémentarité, parce que sur le textile, il y a un enjeu fort de sensibilisation, donc de lutter contre toute cette surconsommation de textile de nos jours, quoi. Donc, on intervient aussi dans les écoles, là on s'appuie sur les ateliers Marianne, et on a aussi proposé ces dernières années des stands de sensibilisation avec Ulysse Grenoble Solidarité. C'est un dispositif là, sur le textile qu'on est en train d'envisager de faire évoluer parce qu'on a un enjeu fort de collecter davantage et de massifier aussi tous ces points de collecte sur l'ensemble du territoire. Et puis, le rôle de la métro, c'est aussi d'accompagner en fait, les acteurs. Juste en 30 secondes, Isabelle, si possible. Oui, j'ai presque fini. Ok, donc c'est vraiment d'accompagner aussi les acteurs quand ils ont des besoins d'accéder à des gisements. Donc, par exemple, là, sur le mois de novembre, on a des collectes de vélos en déchetterie qui sont portés par Cycle & Go et le réseau de la Clavette sur l'auto-réparation de vélos. Et pour finir, au niveau de la métropole, notre travail, c'est aussi du coup, de rendre visible, donner de la visibilité à toutes ces solutions qui existent sur le territoire. Elles sont très, très nombreuses. Donc, on a un annuaire du réemploi, donc là, qui recense les structures de l'économie sociale et solidaire, avec toutes les adresses pour déposer, pour réparer, pour auto-réparer. Et puis, comme le monde du réemploi est très vaste et très, très mouvant, on a eu l'idée de créer aussi une carte interactive et contributive que vous pouvez consulter sur le site de la métropole et qui recense plus largement, au-delà des acteurs de l'ESS, aussi tout un grand nombre d'adresses pour susciter ce changement de comportement. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Je confirme que j'ai moi-même utilisé cette carte interactive parce qu'en préparant l'atelier, j'ai eu mon grille-pain qui m'est tombé en rade et donc du coup, je suis allée regarder sur cette carte où était le Repair Café le plus proche de chez moi. Donc ça fonctionne bien, je vous conseille. Et c'est notamment la page qui est sur la page « Je réduis mes déchets ». Vous pouvez voir cette carte interactive et aussi l'annuaire dont parlait Isabelle. Alors, on va maintenant passer à Fabricanova. Donc, je pense que vous avez peut-être entendu ce nom de Fabricanova, mais voilà, on a envie de savoir où est-ce que ça se situe, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que ça a déjà commencé. Et Rachel de Souza va tout nous dire. Bonjour.
Donc Rachel de Souza, métropole de Grenoble aussi, direction collecte et traitement des déchets. Et on aurait pu le faire à 3 voix parce que je vois qu'on est d'autres associés de Fabrica Nova à être présents là à cette visio, avec Jean-Jérôme que vous avez entendu, et je crois qu'il y a Valérie aussi Vogel de Cyclengo qui est connectée. Donc n'hésitez pas tous les deux à compléter ce que je dirais. Donc Fabrica Nova, un peu d'histoire déjà. Donc il y a eu suite au schéma directeur déchets approuvé par la métropole et l'objectif de sortir 7500 tonnes avec le textile de ce qui était collecté jusqu'à présent en déchetterie, plusieurs réunions avec l'invitation à tous les acteurs du réemploi de l'agglomération de venir, de partager ensemble comment arriver à ce changement d'échelle sur ce volume. Ce collectif a travaillé presque 1 an et il en est ressorti la nécessité de créer une société coopérative d'intérêt collectif pour justement travailler tous ensemble, aller plus loin, mutualiser les moyens et que ce collectif puisse aussi répondre à quelques marchés de la collectivité de Grenoble Métropole, mais peut-être à d'autres acteurs comme les bailleurs, comme les collectivités voisines. Et c'est tous ensemble qu'en fait, voilà, la réponse à des marchés comme a présenté Isabelle était possible. Donc 2020, création de la SIC, et en parallèle, on avait besoin de nouvelles activités, donc de surtri de tout ce volume, des activités de réparation, de réemploi, de transformation, et tous ces acteurs ont peu d'espace, souvent, pour rajouter de telles activités. Donc, en parallèle, la métropole a acheté un site qui serait dédié à l'économie circulaire, notamment sur ce gisement de déchets. On a travaillé toute l'année 2022 à 10 associés et il y en a 2 qui rentrent là en fin d'année nouveau, donc on sera 12, avec la recyclerie sportive qui a ouvert au centre-ville et Soeléo qui est une entreprise à but d'emploi sur Échirol. Plusieurs catégories d'associés, les bénéficiaires, c'est pas grave. Les producteurs biens et services, ceux qui agissent justement dans les donneries ou qui font des collectes des encombrants en porte-à-porte, et d'autres qui sont là pour peut-être bénéficier de stocks ou d'ateliers de transformation. On est sur une gouvernance démocratique, c'est-à-dire une structure, une voix au sein de ce collectif. Donc le but, c'était changement d'échelle, répondre aux objectifs du schéma directeur, c'est la diapo d'après. Toutes ces structures, souvent, sont des entreprises et ateliers d'insertion, donc qui luttent contre l'exclusion du marché du travail. Donc, on travaille fortement aussi sur ce sujet avec nos collègues de l'insertion. Il est prévu aussi sur ce site un espace pour de la formation, puisqu'on a besoin de créer de nouveaux métiers, donc former des valoristes, des diagnostiqueurs. Donc, il est prévu justement un espace pour avoir un réel parcours et certifier des formations sur le sujet. Et la dernière diapo, c'est plus de détails, c'est quel est les objectifs, dans les statuts de Fabrica Nova. Clairement, donc on affiche ce que je viens de dire, la formation et l'insertion, la création d'emplois, les opérations de collecte, les opérations de tri démantèlement, notamment sur cette halle industrielle achetée par la métropole, de la réparation, de l'upcycling, et tout ce collectif travaille bien sûr sur la commercialisation, puisqu'il faut arriver à vendre tout ce gisement de réemploi et d'objets réparés. Et donc, il y a un gros travail sur augmenter les espaces de commercialisation, ouvrir de nouvelles boutiques, notamment peut-être notamment c'est en cours d'ailleurs sur des centres commerciaux en centre-ville, en tout cas que ça soit visible et accessible comme tous les autres commerces. Donc, cette halle industrielle aura plusieurs activités. Il y a plus de 4500 mètres carrés et à terme, certainement 100 salariés sur site pour toutes ces activités. Merci beaucoup. J'ai mis le contact de chargé de mission, Fabrica Nova, qui pourra répondre à des demandes de tous ceux qui sont intéressés par des opérations de sensibilisation au sein de leur entreprise ou de leur collectivité, des opérations de collecte, voilà, avec Gaspard Durand qui est chargé de mission au sein de Fabrica Nova. Merci beaucoup Rachel.
On va rentrer dans la session de questions, donc n'hésitez pas à lever la main. J'ai déjà une question dans le chat qui est revenue plusieurs fois. Alors, c'est relatif au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déchetteries qui interdisent de récupérer des objets. Donc, en fait, on ne peut pas, en tant qu'utilisateur, usager, récupérer des objets qui ont été déposés dans la déchetterie. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faudrait que la métro intègre cette possibilité dans la mission des employés afin qu'ils mettent de côté certains objets qui pourraient être, ou matériaux qui pourraient être réutilisables et que les usagers puissent les récupérer. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une réflexion qui existe? Je peux répondre et je crois qu'il y a notre vice-président qui est connecté. Si Lionel, est-ce que tu veux répondre sur cette question ou Oui, bonjour à tout le monde. Je suis effectivement connecté, je me montre. Bonjour. Voilà. Joli fond d'écran. Oui, j'essaye d'être dans ma thématique jusqu'au bout. Oui, c'est une question qui revient de manière récurrente. Alors, le problème, c'est qu'on est entre... Je comprends tout à fait que les gens puissent penser que c'est simple à mettre en place. Il y a toujours dans notre pays des grosses difficultés juridiques qui font que la responsabilité de l'institution qui permet à quelqu'un de récupérer des objets doit être organisée. Donc, c'est un peu le sens de ce qu'on fait avec un dispositif qui n'a pas été évoqué, ou des matériothèques, ça porte plusieurs noms selon où ça se trouve, où effectivement on a organisé le dépôt et la reprise par les particuliers. Mais ce qu'évoquent les citoyens, c'est souvent que dans l'ancien temps, enfin, il y a quelques dizaines d'années, on les laissait prendre des choses directement dans les bennes. Mais sauf qu'avec le risque d'accident, de procédure et de responsabilité juridique, ce n'est pas envisageable. Donc, on est plutôt dans la réflexion de créer ce qu'on pourrait appeler des matériothèques, des systèmes de récupération, mais qui soient effectivement très organisés. Ce n'est pas forcément avec les mêmes employés qu'on va faire ça, ce n'est pas forcément aux mêmes endroits. Et puis ensuite, il y a toute une économie qui est vertueuse, qui est que les objets qui sont récupérables, vous avez parlé de Fabrica Nova il y a quelques instants, ils peuvent être revendus à petit prix et donc participer à une économie sociale et solidaire. Voilà, c'est à la fois la contrainte juridique de sécurité, d'institution, et puis la contrainte qui dit si on le fait, il faut qu'on l'organise. Donc, ça veut dire des nouveaux coûts, des nouvelles formes d'organisation. Très bien, merci pour cette réponse, Lionel. Est-ce qu'il y a des réactions ou d'autres questions sur cette thématique? D'autres questions complètement sur le défi 11.2? Alors, j'ai une question dans le chat, si personne n'en a une en direct. Est-ce que les déchetteries pourraient être dotées systématiquement d'ici 2 ans d'un local conséquent pour entreposer les matériaux et objets dignes d'intérêt? Et globalement, quel est le délai envisagé pour modifier l'organisation des déchetteries? Je peux peut-être continuer là-dessus. On a un schéma directeur, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire les élus du mandat précédent ont travaillé longuement sur qu'est-ce qu'on fait d'ici 2030. Et donc, ce schéma directeur vise à reconstruire l'ensemble du dispositif déchetterie, qui sont parfois très obsolètes pour ceux qui les fréquentent, notamment les Grenoblois qui fréquentent Jacquat. Cette déchetterie est dans son jus d'origine des années 60. Toute petite, voilà. Donc, on les reconstruit, on les redimensionne de manière à pouvoir accueillir ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire des dispositifs correcte de redistribution ou de tri et de valorisation. Mais ça prend du temps. En gros, on refait 4 déchetteries par mandature tous les 6 ans et on en a 21 actuellement en fonction pour la seule métro. Alors, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas des métropolitains, qui sont un peu au-delà. Donc là aussi, ça ne nous appartient pas, c'est d'autres collectivités qui Merci beaucoup. Hélène, tu allais dire quelque chose?
Non, peut-être qu'on prend une dernière question et après, on va devoir continuer sur le troisième défi. Si on n'a pas, on peut passer à la suite. Sinon, je veux bien compléter sur quand même, on n'aura pas des espaces dédiés où les habitants peuvent déposer, se servir, hormis les préaux des matériaux. Voilà, sur les objets, ce n'est pas comme ça qu'on l'envisage. Par contre, on réfléchit avec Fabrica Nova à une collecte haut de quai de tous ces objets, notamment celles qui feront partie des nouveaux objets où il va y avoir une écotaxe, c'est-à-dire tous les objets de sport, loisirs, jeux, jouets, bricolage. Donc, ils seraient collectés en haut de quai dans des caisses, peut-être quotidiennement, enfin voilà, pour éviter aussi qu'on continue à avoir des dégradations dans les déchetteries et en dehors des horaires d'ouverture. Et du coup, ces collectes iraient à Fabrica Nova pour justement après être réparées, nettoyées et revendues dans toutes les ressourceries du territoire. C'est une autre façon d'y répondre dans un contexte urbain qui n'est pas le même qu'en zone rurale aussi, voilà, au niveau des déchetteries, que ce soit au niveau de l'espace ou de la fréquentation des déchetteries. Merci pour ces précisions. Je vous propose qu'on passe au troisième défi, quartier, village, école et entreprise zéro déchet. Alors, on s'est tous retrouvés un soir avec pas la très grande envie de cuisiner ou la très grande envie de manger des sushis. Et après avoir reçu notre commande, on culpabilise un peu avec son sac, le contenant du riz, de la sauce, des sushis. Et heureusement, sur notre territoire, il y a 2 acteurs, Cyclo et Daba Consigne, qui ont eu la brillante idée de monter un partenariat. Et donc, Tiffaine Maillot de Cyclo va nous expliquer ce qu'ils sont en train de mettre en place et qui va bientôt sortir. Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà pour l'invitation. Je suis Tiffaine, je représente donc Cyclo. On est donc une structure de cyclo-logistique sur Grenoble. Donc, simplement, on fait de la livraison à vélo. Et donc, nous, on a plusieurs secteurs d'activité sur la cyclo-logistique. Donc, une de nos principales, c'est donc la livraison de repas à domicile, où en fait, on va utiliser une plateforme web et une application téléphone pour mettre en ligne des restaurants pour que les clients puissent commander leur repas et se faire livrer à vélo chez eux. Et aussi, on fait de l'approvisionnement et de la distribution avec donc des vélos un peu plus conséquents, des vélos cargo, comme on dit, pour des commerces, des entreprises et aussi des particuliers. Donc ça, c'est nos activités. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qu'on a en partenariat avec Daba Consigne, donc sur la livraison de repas. Aujourd'hui, on travaille donc avec environ 60-70 restaurants sur la plateforme Cyclo. Et donc, à peu près, on a des chiffres clés sur nos livraisons. En 2021, on a on a fait environ 100 commandes par jour pour une moyenne d'environ 2 personnes par commande, ce qui générait énormément d'emballages jetables et on en a conscience sur notre activité. Et du coup, donc, on a développé un projet avec Daba Consigne pour inciter les restaurants, donc les professionnels, mais aussi les particuliers, à commander avec donc de la consigne. Aujourd'hui, c'est possible un restaurant sur Cyclo de mettre en place un système de consigne, mais avec le système du coup de Daba qui simplifie un peu la gestion des stocks pour les restaurateurs, on a trouvé très intéressant de pouvoir mettre en place le service sur notre site. Et donc aujourd'hui, on souhaite développer ce service-là sur notre plateforme. Et donc, c'est pas encore possible. On est en cours de développement. Il y a eu quelques petits retards, mais normalement, courant novembre-décembre, il y aura environ une vingtaine de restaurants qu'on a en commun avec Daba qui proposeront donc ce service de livraison en zéro déchet avec la consigne. C'est assez court mon intervention. Pour toutes les informations, donc je vous ai mis le site de Cyclo et aussi mon mail, puisque du coup je coordonne ce projet sur ce projet depuis le commencement.
Super, donc d'ici la fin de l'année, si on va sur le site internet de Cyclo ou on télécharge l'appli, on pourra cocher la petite case pour avoir des contenants Il réutilisables. va y avoir en gros un affichage sur les restaurants quand ils proposent les services de consigne d'ABA. Et après, il y a des restaurants qui utilisent déjà leurs propres consignes. Donc, il y a déjà des restaurants zéro déchet sur Cyclo. Vous pouvez, d'ailleurs, il y a un lien pour cliquer livraison zéro déchet sur le site et voir, par exemple, le thé à coudre qui livre en zéro déchet ou l'impertinence avec qui on travaille. Merci pour cette présentation. Donc, on prendra les questions après la deuxième présentation. Donc, quand on devient parent, on se rend compte que notre priorité, c'est déjà de prendre le rythme des enfants. Du coup, l'écologie peut passer un peu au second plan. On ne peut pas être sur tous les combats. Mais il y a une jeune association qui vient de se monter, qui s'appelle Tohu Bohu, et qui justement aide les nouveaux parents ou les parents qui sont parents depuis longtemps à allier l'écologie et la parentalité. Donc, je donne la parole à Laurie. Merci Hélène, bonjour à toutes et tous, merci pour cette super intro. Ravie d'être avec vous ce matin. Donc, je suis Laurie Blandin, une des 2 cofondatrices de la toute jeune association Tohu Bohu. Alors pour vous dire en 2 mots, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de Tohu Bohu? Nous, notre point de départ, c'est vraiment qu'on croit très fort que c'est pas tous les jours facile d'être parent, vraiment, et encore moins dans le monde d'aujourd'hui et par rapport un peu à l'urgence écologique qui peut faire qu'on se demande fortement quand on devient parent, mais dans quel monde vont grandir nos enfants. Mais nous, on ne veut pas rentrer dans une sorte de morosité ambiante ou de renforcer l'éco-anxiété. L'idée, c'est vraiment de dire que ça va mieux quand on le partage. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'adage « il faut tout un village pour élever des enfants », mais c'est ça qu'on a envie de faire avec Tohu Bohu, de reconstruire du collectif dans la parentalité pour engager la transition écologique et sociale des familles. Très bien tout ça, me direz-vous, mais concrètement, comment ça prend forme? Et ben, du coup, on propose, on essaye d'inventer en fait des solutions assez nouvelles pour permettre de vivre une parentalité qui soit à la fois plus légère, où on se met moins la pression, qui soit plus durable et aussi plus partagée. Et ça prend forme à travers 2 choses. Il y a d'une part l'idée de constituer une vraie communauté d'entraide et de soutien autour des parents qu'on a appelé le Cool Gang. En gros, les familles qui adhèrent à l'association peuvent partager tout un tas d'activités sur l'année scolaire où les enfants et les parents s'y retrouvent dans le contenu et qui permettent justement de venir tisser du lien avec d'autres familles. Donc, ça prend forme de sorties culturelles, par exemple aller au spectacle ensemble ou des ateliers de pratique artistique parents-enfants. On a aussi un regard assez fort sur la place du lien au vivant. Donc, on essaye d'organiser beaucoup de sorties en nature, dans la forêt, à la neige, voilà, à toutes les saisons aussi, de s'autoriser à aller en extérieur et en étant accompagné par des professionnels qui savent comment encadrer ça pour se donner un peu des pistes de comment faire et que ce soit adapté aux petites jambes, que ce soit accessible depuis la ville, qu'on puisse y aller en poussette ou en portage, par exemple. Donc voilà, on organise toutes ces activités et on essaye aussi de bien connaître les acteurs autour des parents et de l'éducation des enfants sur le territoire pour justement, s'il y a des familles qui ont des besoins en particulier, qu'on puisse les orienter vers les bons interlocuteurs en fonction de leurs besoins. Et le deuxième aspect qui fait qu'on est notamment présente aujourd'hui sur la question du défi déchets, c'est qu'on voulait mettre en place quelque chose pour faciliter la transition écologique des familles, mais sans venir se compliquer la vie. Et on a décidé de commencer par les couches lavables. Les couches lavables parce que justement ça pèse en fait. Une couche jetable, c'est un déchet assez énorme. Je l'ai mis dans la diapo, c'est 1 tonne de déchets générés par enfant avant qu'ils deviennent propres. Donc en fait là, la question de l'échelle individuelle et de l'impact qu'on peut avoir en tant qu'individu, elle est assez palpable. Chaque couche jetable évitée, c'est vraiment un impact écologique important. Donc en même temps, on remarque, on sait qu'aujourd'hui, les parents, ils savent que les couches lavables, ça existe globalement comme objet, mais c'est très peu
utilisés parce qu'il y a plein de freins à leur utilisation. Et l'objectif avec l'association, c'est justement de venir proposer des services qui vont venir aider les parents qui souhaitent se lancer dans l'aventure. On propose notamment des services où on vient louer les couches. Donc, l'idée, c'est que les parents n'aient pas besoin d'acheter leur propre stock. Et en plus, on les accompagne à les utiliser en expliquant comment on le positionne sur le bébé, comment on peut optimiser le lavage. On a une hotline aussi en cas de fuite ou de pépin. On gère les changements de taille. Et l'autre chose, c'est la location avec une option de lavage, parce qu'un des principaux freins pour les familles, c'est vraiment la question de la charge domestique et mentale que ça représente. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a des points de collecte qui vont être mis en place où on vient déposer ses couches sales, on récupère ses couches propres et nous, l'association, on s'occupe de gérer toute la logistique et le nettoyage à vélo. Voilà, désolée si j'ai un peu dépassé le temps. Vous avez nos coordonnées voilà, sur cette dernière page. Merci beaucoup, Laurie. Non, c'est pile poil dans les temps, donc parfait. Merci pour cette intervention. On a un temps de questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour Cyclo ou pour Tohu Bohu. Dans le chat, il ne me semble pas avoir vu de questions. On a juste l'info que heureuse que Cyclo et Tohu Bohu sont tous les deux lauréats de l'édition 2022 de l'appel à projet réduction des déchets et économie circulaire, donc bravo à vous. Oui, on a oublié de peut-être le préciser dans nos explications. Mais en effet, du coup, pour Cyclo, par exemple, le projet avec DABA, donc de mettre en place le service de consigne, le développement est soutenu par Grenoble-Alpes Métropole. Voilà. Et pareillement pour la mise en place de nos services autour des couches lavables pour Tohu Bohu. Donc merci, grand merci à la métro de nous soutenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Pour Cyclo, c'est une question assez de curiosité plutôt. Bon, c'est peut-être encore en cours de construction, votre nouveau service zéro déchet de livraison. Mais je me disais, en termes de logistique, ça doit être quand même assez lourd à mettre en place, et notamment une fois qu'on a reçu notre commande, est-ce qu'on doit ramener la consigne auprès du restaurant ou auprès de Cyclo? Qu'est-ce qui va être mis en place? Du coup, c'est tout l'enjeu un peu de la consigne, ce qui est très compliqué à mettre en place c'est le côté justement logistique. Actuellement, comment ça fonctionne avec DABA? Très simplement, en fait, donc on paye un forfait en gros, et on a donc son contenant et on peut l'amener dans le réseau et le réinjecter dans le réseau des restaurants qui travaillent avec DABA. Dans l'idée, à Cyclo, nous, malheureusement, on ne travaille pas qu'avec des restaurants de DABA, donc récupérer le contenant des clients lors de la livraison, en fait, ce n'est pas possible vu qu'on ne sait pas encore comment organiser justement, et c'est un coût aussi logistique de transporter des contenants. Donc pour l'instant, sur la première phase d'expérimentation, ce sera principalement de la cagnotte, donc les gens vont prendre leur contenant DABA directement sur le site, donc il y aura une API, ce qu'on appelle une API. Et ensuite pourront venir le redéposer ou faire l'échange, parce que pas tout le monde se fait livrer tous les jours non plus. Mais par contre, il y a des personnes ou des entreprises qui commandent très régulièrement des repas au restaurant le midi. Donc ça peut, sur la première phase d'expérimentation, ça va se faire comme ça. Après, il y a d'autres exemples qui sont déjà en place dans d'autres villes, parce que du coup, plus largement, je ne suis pas allée dans le détail, mais on fait partie de CoopCycle. Donc c'est un grand réseau de coopératives internationales de livraison à vélo comme nous, à Cyclo, sur des activités similaires. Et du coup, il y en a qui ont mis en place justement le réassort, en gros, l'échange de consignes pendant la livraison. Et du coup, voilà, c'est des systèmes qui existent déjà. Alors, j'ai plus le nom de la coopérative, mais du coup, ça fait partie des inspirations qu'on va aller chercher aussi pour la deuxième phase d'expérimentation, justement. D'accord. Merci beaucoup, Tiffany. De rien. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la suite, Hélène. Ok, et j'espère qu'on aura motivé des parents à passer aux couches lavables aussi. Alors, le défi suivant, donc c'est le 4, retour à la terre, je composte. Donc, le mois dernier, on a eu l'atelier alimentation et agriculture. Donc, pour ceux qui suivent les ateliers mensuels à chaque fois, vous savez déjà qu'un tiers de la poubelle est composé de déchets alimentaires.
Donc, c'est pourquoi il est important de travailler sur comment est-ce qu'on fait pour valoriser cette partie de la poubelle ou comment on fait pour le réduire. Et je vais donner la parole à Lucille Siliti, qui va nous expliquer comment ça se passe, la collecte des déchets alimentaires. On en a déjà un peu parlé au dernier atelier, mais qui va aussi nous parler des différents systèmes de compostage, qu'ils soient partagés individuels, des prêts de broyeurs, etc. Oui, bonjour. Alors, est-ce que la vidéo fonctionne? Ah, je suis Oui, juste c'est un bon. petit peu basse. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci? Parfait. Je vous laisse passer du coup la diapo. Alors, je m'excuse d'avance pour les redites par rapport à ceux qui auraient participé à l'atelier du mois dernier, parce que la présentation est un peu la même. L'idée, effectivement, c'était de faire un point sur la gestion donc, des biodéchets au niveau de la métropole, comment on répond à nos obligations réglementaires, notamment pour le tri des déchets alimentaires. Donc, cette petite diapo pour vous rappeler quand même que ces actions, elles répondent en fait à plusieurs enjeux. D'une part, la nécessité de revoir nos ouvrages de traitement comme le centre de tri, l'usine d'incinération ou encore l'usine de compostage de Murianette. Aussi de répondre à un pari que nous avons engagé avec le nouveau schéma directeur des déchets qui est de réduire moins 50% la poubelle d'ordures ménagères et de recycler 2/3 des déchets collectés. Donc, le tri des déchets alimentaires entre intégralement dans ces enjeux ambitieux, mais aussi répond à une obligation réglementaire qui est celle d'offrir un tri à la source des biodéchets avant la fin 2023. Et puis, c'est aussi quelque part une évidence parce qu'en fait, ces biodéchets, ces déchets alimentaires, naturellement, retournent à la terre. Donc, en fait, c'est essayer de revenir à des gestes simples pour avoir ce retour à la terre, donc le petit cercle vertueux que vous voyez sur la droite de la diapositive. Voilà. Donc, les solutions proposées par la métropole pour les déchets alimentaires, c'est effectivement 4 solutions. Pour des solutions plutôt individuelles, donc soit par la mise à disposition de composteurs individuels, donc la promotion du compostage, on met à disposition gratuitement le matériel et on accompagne avec des ateliers. Donc, en solution individuelle, il y a le composteur en bois ou en plastique, proposé pour les maisons qui disposent d'un jardin. Et sinon, en appartement, ça peut être une solution de lombricompostage, donc c'est une solution d'intérieur. Et pareil, toujours accompagné d'un atelier pour bien démarrer son lombricomposteur. Pour des solutions collectives, ça sera plutôt orienté vers la collecte en porte-à-porte pour tout ce qui est habitat collectif. Donc, ce qui a sûrement dû vous être présenté le mois dernier. Donc, la collecte avec l'aide des bacs marrons. Donc, c'est un déploiement qui est en cours. L'idée, c'est de collecter donc l'ensemble des déchets alimentaires pour les valoriser au niveau de l'usine de compostage de Murianette. Une autre solution également, qui est toujours accompagnée par la métropole, c'est la création de sites de compostage partagés qui peuvent être soit en pied d'immeuble ou en jardin partagé ou encore sur l'espace public ou en cœur de village. Donc, la métropole accompagne notamment par la formation des bénévoles qui vont ensuite pouvoir gérer ces sites et l'accompagnement. Vous verrez par la suite, notamment, vous allez voir le témoignage de Marjolaine Biessy, qui est une de nos référentes sur les 240 sites que nous avons sur le territoire. Voilà, elle va vous parler un peu plus de cette solution. Donc, où en est-on au niveau du déploiement du tri des déchets alimentaires? Donc, je vous ai mis une petite carte que vous avez déjà vue peut-être le mois dernier. En gros, en jaune, c'est le territoire qui a été déployé donc, avec une solution de tri des déchets alimentaires, donc soit des composteurs, plutôt pour les maisons individuelles, soit une collecte de déchets alimentaires pour tout ce qui est habitat collectif. Ce déploiement, il s'est fait donc en plusieurs phases. Donc là, on est sur la phase des communes qui sont en orange, donc pour l'automne, et actuellement est en cours le territoire de Grenoble, secteurs 5 et 6. Donc à fin 2021, on était à 70% des foyers de la métropole. L'objectif, de ce déploiement, c'est d'avoir au moins 70% des foyers de la métropole qui sont sensibilisés. Donc pour ça, on fait du porte-à-porte.
Voilà, on a une équipe qui fait du porte-à-porte et qui apporte les consignes et le matériel. Et voilà, et on est à fin 2021 à plus de 270 000 habitants équipés. Et on va dire pour la collecte, on est à 18 kilos par habitant desservi par an qui sont collectés de déchets alimentaires pour être amenés jusqu'à l'usine de compostage de Murianette. En parallèle, bien sûr, il y a un accompagnement qui est fait aussi au niveau des professionnels. Alors, je suis désolée, ma petite photo de compost s'est collée sur le texte. On accompagne des professionnels, les métiers de bouche et les restaurations collectives pour la mise en place plutôt de la solution collecte de déchets alimentaires. Et au niveau du compostage, on est donc à plus de 15 000 composteurs distribués depuis début 2019 et plus de 240 sites de compostage partagés ou autonomes sur l'ensemble du territoire. Je vous laisse passer à la diapo suivante. Alors, on a parlé de déchets alimentaires, mais les biodéchets, ça concerne aussi les déchets végétaux. Donc, il y a plus de 25 000 tonnes de déchets végétaux qui sont collectés au niveau de nos déchetteries métropolitaines. Et l'idée, effectivement, avec le schéma directeur, c'est de pouvoir réduire, bien sûr, ce volume. Et on a un objectif de réduire de 5 000 tonnes par an à l'horizon 2030. Donc pour ça, on a un dispositif qui est depuis de longue date déployé sur le territoire, mais qu'on a amplifié. C'est le prêt de broyeur aux habitants. Donc pour ça, la métropole met à disposition des communes des broyeurs. Donc vous avez 2 photos de broyeurs, un petit orange qui serait plutôt un broyeur électrique qui peut tenir dans le coffre, et un autre broyeur qui est un broyeur thermique plutôt tracté. Voilà, ces 2 types de broyeurs peuvent être mis à disposition des communes pour être ensuite prêtés aux habitants. Et on a mis en place, là, cette année, une plateforme de réservation en ligne. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de la métropole toutes les infos pour la réservation de ces broyeurs. La cartographie que vous voyez à droite, c'est justement les communes qui sont entrées dans ce dispositif. Donc, en général, elles sont regroupées par 2 ou 3 communes, plusieurs groupements. Donc, il y a 20 communes à l'heure actuelle qui ont intégré le prêt de broyeur. Et on en a 3 nouvelles très prochainement. La promotion aussi du jardinage compostage zéro déchet, et bien sûr, se fait au niveau d'ateliers, aussi de stands de sensibilisation au niveau des déchetteries. On peut retrouver également, on a édité un guide du jardinage zéro déchet dans lequel vous pouvez retrouver toutes les techniques à la portée de tous, le paillage, le broyage, la pompe mulching, les prairies fleuries, etc., etc. Donc, toutes les techniques que tout le monde peut mettre, qui sont simples, faciles à mettre chacun au quotidien, à la maison ou aussi en entreprise. Voilà, tous les contacts. Donc, on est une équipe complète. Donc, voilà, vous avez tous nos contacts si vous souhaitez nous contacter. Merci beaucoup, Lucille. Donc, effectivement, il y a beaucoup de dispositifs, qu'on soit en zone urbaine ou en zone rurale, qui sont adaptés pour pouvoir réduire nos déchets. Je vais maintenant passer la parole à Marjolaine, que tu as déjà commencé à présenter, qui a monté un compostage partagé dans sa copropriété. Et donc voilà, c'est donc le deuxième témoignage de cet atelier. On a envie de savoir comment est-ce que vous avez réussi à motiver les gens de votre copro. C'est quoi les différentes étapes par lesquelles on passe quand on monte un compost. Oui, bonjour. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Voilà, donc moi j'habite une copropriété au quartier des Eaux Claires, donc on est à peu près 23 habitations, une trentaine d'habitants, et on a la chance d'avoir un espace vert à l'arrière du bâtiment, donc un espace à la fois ornemental, on a aussi une partie potager, et puis c'est aussi un espace convivial, donc voilà, où on fait des apéros, etc. Et en fait, on avait déjà un compost il y a longtemps, mais qui n'était pas vraiment suivi. On n'avait pas de matière sèche, on n'avait pas de communication autour. Donc, c'était un peu, certains venaient l'alimenter, mais voilà, c'était un peu laissé à l'abandon. Et donc, du coup, avec Christine, donc une autre habitante de la copropriété, on a décidé de reprendre un peu les choses en main et de faire appel à la métropole, puisqu'on savait qu'ils pouvaient fournir des composteurs donc en suivant une formation. Donc, fin novembre 2020, on a mis les composteurs. Donc, la métro est venue, on a monté avec eux les composts. Donc, on voit qu'il y en a 2 donc, à droite. Donc, il y en a un qui est en maturation et l'autre qu'on vient alimenter.
Et à gauche, là, sur le bac plutôt plastique qu'on a conservé, hein, qu'on avait nous sur place, c'est la matière sèche. Donc, ça a été plutôt simple, on va dire, à la mise en place. Et après, ce qui est plus compliqué, c'est la communication. Donc, nous, on avait distribué les flyers que la métro nous avait communiqués dans les boîtes aux lettres. On a fait aussi des messages d'information dans notre hall d'accueil sur le panneau d'affichage. Et on a un groupe WhatsApp voilà, la majorité en tout cas des personnes de la copropriété. Donc, on a fait une petite vidéo explicative où Christine venait à montrer voilà, comment on faisait, comment on déposait ses déchets, la matière sèche, etc. Voilà, on a publié. Et quand sont venus la poubelle marron, donc justement la collecte porte à porte, on est venu refaire une info sur vraiment la différence entre comment composter dans le jardin et comment on allait pouvoir composter aussi dans la poubelle marron pour que les gens comprennent bien la différence parce qu'on avait quand même des erreurs de tri sur les composteurs jardin. Donc là, c'est un exemple voilà, d'affiche qu'on est venu mettre dans les boîtes aux lettres et également sur le panneau d'affichage. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit récap sur un peu l'entretien et le temps consacré. Donc, il faut venir réalimenter le broyat. Donc, nous, on va à Saint-Martin-d'Air, on va en chercher. Donc, on prend des cabas, voilà, peut-être 2 fois par an globalement pour venir recharger la partie broyat du composteur. Il faut le mélanger de temps en temps. Il faut l'arroser parce que cet été, ça a été très, très sec et du coup, on mettait quasiment plus de matière sèche et par contre, on est venu un petit peu l'arroser avec le tuyau d'arrosage. Il faut intervertir donc, les bacs de compost. Donc, en fait, nous, on vient changer le panneau d'affichage pour que celui qui était en maturation, on vienne le répandre. Et puis celui qu'on venait alimenter, qui passe en maturation et que plus personne vienne l'alimenter le temps qu'il se transforme. Donc, il y a aussi répandre le compost. Donc, nous, pareil, on fait une communication lorsqu'on va le répandre dans le jardin pour qu'on soit plusieurs à faire cette mission-là. Et c'est plutôt un moment convivial. Et on a eu une petite problématique, c'est qu'on a un rat qui est venu visiter nos composteurs. Du coup, moi, j'ai recontacté la métro pour savoir ce qu'on pouvait mettre en place. Et ils sont revenus en fait nous mettre du grillage. Donc là, on le voit sur la photo, ce qui permet en fait de vraiment limiter l'entrée du rat, donc à la fois au fond, mais aussi sur les côtés. Et voilà, a priori, il n'est pas revenu. Mais ça peut être une des problématiques qu'il faut gérer quand même parce qu'il met tout à côté et puis que ça ne plaît pas trop aux habitants de la copropriété d'avoir un rat pas très loin de leur habitation. Voilà, donc juste pour conclure, je pense que c'est important, c'est bien d'être 2 en fait en tant que référent composteur sur un immeuble en tout cas, pour se relayer et c'est vraiment important de communiquer et régulièrement parce que il y a des départs et des arrivées et en fait il y a toujours des erreurs de tri. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui, je pense, permet de faire plus de liens en tout cas entre les habitants, même si nous on en avait déjà pas mal. Voilà, c'est plutôt bénéfique pour le potager aussi derrière quand on a des bons légumes. Donc voilà, donc j'ai laissé mon mail au cas où si vous voulez plus de retour d'expérience. Merci beaucoup, Marjolaine. Et puis, c'est rassurant de savoir qu'il y a un peu un service après-vente de la métro. Voilà, s'il y a des problèmes, un rat qui arrive, on peut les appeler pour savoir ce qu'on doit mettre en place pour pallier à ces problèmes. Et alors, avant de passer aux questions, j'en profite pour vous dire qu'il y a la prochaine formation, si vous voulez vous aussi monter un site de compostage partagé, c'est le samedi 3 décembre, toute la journée à Échirolles. Et il suffit que vous vous inscriviez en appelant la métro au 0800 500 027 pour vous inscrire. Bien sûr, c'est gratuit. Et je vous invite à consulter l'agenda de la métropole parce qu'il y a plein d'ateliers, que ce soit sur le lombrier-compostage, le jardin zéro déchet ou pour monter un site de compostage partagé. Place aux questions. Merci Hélène. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat. Donc, soit vous voulez prendre la parole et les poser vous-même, soit je les lis. Alors, je remonte. Il y en a beaucoup. Alors, la première, c'est comment va se mettre en place la collecte porte-à-porte des déchets alimentaires dans les zones et les communes où ce n'est pas encore le cas. Comment sera déterminée la fréquence de collecte?
première question. Oui, donc du coup, effectivement, je n'ai pas évoqué les communes qui étaient en grisé du coup, sur la carte et qui n'ont pas encore été déployées, mais qui vont l'être dans le courant de l'année prochaine. Donc avant fin 2023, l'ensemble du territoire sera couvert. Les phases de déploiement sont déjà définies. Comment ça se passe? Les communes vont bien sûr être impliquées et informés du déploiement. Et en termes de collecte, en général, donc pour la collecte de déchets alimentaires, nous prévoyons une collecte par semaine du bac marron. Sur l'ensemble des territoires qui ont été déployés, c'est le cas. Il y a une collecte par semaine, un jour défini, qui en général est cohérent avec un autre jour de collecte, soit de la poubelle grise, soit de la poubelle verte, sachant que ce n'est pas par contre, le même camion qui fera les deux collectes. Mais pour que ce soit le même, enfin, pour en tout cas avoir moins d'impact auprès des sociétés de nettoyage, qu'elles aient le même jour de bacs roulants à sortir, enfin, de type de bac. Donc, il y aura un jour de collecte qui sera défini en cohérence avec les autres jours de collecte, soit en collecte sélective, soit en collecte ONR. Voilà. Ok, merci. Il y a une autre question. Alors, que deviennent les sites de compostage partagés lorsque la collecte en porte-à-porte est en place? On a constaté plusieurs sites à l'abandon ou dégradés dans Grenoble. Oui, alors effectivement, avec la mise en place de la collecte, les sites qui avaient des difficultés à avoir du turnover, notamment au niveau des bénévoles et des référents de sites. Parfois, quand le référent s'en va, déménage, il n'y a pas toujours de prise de relais derrière. Donc, ces sites, avec l'arrivée de la collecte, beaucoup de copropriétés finalement sont restées plutôt sur le système de collecte. Mais on essaye au maximum de vanter la complémentarité des deux dispositifs, puisqu'en fait, rien n'empêche de maintenir un site de compostage partagé, voire même la collecte facilite le geste, puisqu'on peut, du coup, tout ce qui n'ira pas dans le site de compostage partagé pourra aller au niveau du bac marron. Notamment, en compostage partagé, on ne met en général pas la viande, les restes de viande de poisson. Ça pourra effectivement aller sans difficulté au niveau de la collecte en bac marron. Donc, l'idée, c'est effectivement de bien insister sur la complémentarité. Donc, on réinsiste sur les formations, effectivement, celles du 3 décembre prochain, les formations devenir référent de site de compostage partagé. Elles ne sont pas limitatives, tout le monde peut y participer, c'est gratuit. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de citoyens bénévoles qui participent, qui se forment et qui accompagnent et qui fassent de l'animation autour de leur site pour garantir leur pérennité avec l'arrivée de la collecte. Et puis porter ce message de complémentarité. Donc le 3 décembre, excusez-moi, elle ne sera pas à Échirolles finalement, elle sera sur la commune de Cessiné, Parisé. Il y a eu un changement de lieu. Merci Lucille. Tiffaine, tu as une question? Oui, j'avais une question, c'est plus c'est une question, en fait, et un retour aussi d'expérience parce que du coup, Cyclo, nous, on s'occupe d'une partie en fait des distributions porte-à-porte, sensibilisation des kits de tri, et c'est vrai qu'on a énormément de retours sur des habitants sur la collecte de la poubelle marron, actuellement qui est une fois par semaine. Apparemment, il y a beaucoup d'habitants qui sont inquiets ou certains qui connaissent déjà le système parce que ça a été mis dans leur secteur et qui ont déménagé et qui demandent quand même une collecte plus autour de 2 fois par semaine. Voilà. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez aussi de votre côté? Voilà. C'est juste une remarque, retour d'expérience de terrain. Tout à fait, c'est vrai que c'est un retour qu'on a souvent des habitants. Tant que le déploiement n'est pas terminé, on ne va pas revoir le rythme de collecte parce que c'est vrai qu'il faut qu'on optimise au maximum nos tournées et les volumes de déchets alimentaires sont quand même moindres du reste des flux. Donc, c'est difficile d'optimiser en créer une deuxième collecte. Mais c'est vrai que ça pourrait s'envisager sur notamment les périodes estivales et encore, c'est pas là où on produit le plus de déchets alimentaires.
En tout cas, ça pourra se questionner, mais à la fin du déploiement, quand on aura vraiment, et au moment où le maximum d'habitants participera à cet effort de tri des déchets alimentaires et de collecte. Pour l'instant, on est à 18 kilos par an par habitant desservi. Nous, on souhaiterait atteindre les 30 kilos par an par habitant desservi. Voilà. Là, quand on atteindra un niveau important de collecte, on pourra effectivement réfléchir à une seconde collecte. D'ailleurs, pour les professionnels, il y a possibilité d'avoir une seconde collecte payante, effectivement, selon les besoins. Mais autant ça peut être vraiment nécessaire pour des métiers de bouche, pour tout à chacun, la collecte une fois par semaine suffit amplement. Par contre, il faut bien penser à chaque semaine aller bien déposer son sac, ne pas le conserver à la maison trop longtemps. Voilà, donc ça, c'est des consignes qu'on donne lors du porte-à-porte. C'est bien de dire jetez systématiquement votre sac chaque semaine, n'attendez pas et notamment en été, n'attendez pas qu'il soit plein. Voilà, pour éviter les désagréments, effectivement, de boucherons. Lucille, Voilà. est-ce que tu peux nous rappeler la fin du déploiement de la collecte des déchets alimentaires? Quand est-ce que tout le monde va être équipé de sa poubelle marron ou son bioseau? L'obligation réglementaire, c'est fin 2023, donc 31 décembre 2023. Et on sera une des rares agglomérations, métropoles, à avoir atteint cet objectif à fin 2023 d'avoir déployé l'intégralité du territoire avec offert une solution de tri à l'ensemble de ses habitants. Je prends une dernière question du chat, ensuite il faut qu'on avance. Juste une remarque avant la dernière question, il y a quelqu'un dans le chat qui demande si c'est possible d'envoyer la présentation qui est utile, un support utile pour parler en équipe au sein d'une commune de ces sujets-là, Lucille. Donc voilà, vous pouvez, je pense, charger directement le support dans le chat. Et sinon, la dernière question, il y a eu plusieurs réflexions là sur le site, c'est est-ce qu'il y a une réflexion autour de la valorisation des déchets avec l'aide des poules, notamment dans des zones de restauration collective ou soit dans des jardins, soit sur les toits. C'est une technique qui existe. Est-ce que c'est une réflexion en cours à la métro? Alors, ce n'est pas une réflexion en cours au niveau de la métropole. Là, nos solutions déployées, ce sont bien des solutions de compostage ou de collecte de déchets alimentaires. C'est sur ces deux dispositifs que nous sommes partis. Je peux ajouter Voilà. qu'il y a en fait une commune qui a pris cette initiative, c'est Volnavez-le-Haut. Qui l'organise qui organise il y a une seule commune sur notre territoire métropolitain, c'est Volnavez-le-Haut, qui a un dispositif de cette nature-là et qui encourage ses habitants. Mais en faire un dispositif métropolitain, c'est impossible du point de vue juridique aussi de distribuer des animaux. Voilà, c'est un vrai souci, mais l'encourager, par contre, oui, tous ceux et celles qui peuvent avoir des poules, ils s'aperçoivent qu'ils éliminent énormément de déchets alimentaires sans composter ou en compostant en parallèle. Donc, c'est une chouette démarche, mais pas institutionnelle. La poule va permettre de réduire effectivement le nombre, le poids des déchets, le volume de déchets alimentaires, mais par contre, ce n'est pas une solution de tri à la source des biodéchets. Réglementairement, l'alimentation animale. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux compléter pour la commune de Volnavez-le-Haut? Oui, on vous entend. Oui, alors merci Lionel d'avoir évoqué notre commune. Effectivement, c'est une opération qu'on a mis en place déjà depuis le mandat précédent. Chaque année, avec peut-être un break au moment du confinement, on propose aux habitants qui le souhaitent d'adopter une ou deux poules qui sont fournies par la collectivité, par la municipalité, en échange d'un petit cahier des charges, on va dire moral, pour le bien-être des animaux et le respect des voisins, notamment. Après se posent effectivement, pour le déployer à une échelle plus importante, des problèmes réglementaires, avec notamment la grippe aviaire qui pose d'énormes soucis aux filières professionnelles, mais aussi
aux élevages particuliers, puisqu'ils sont soumis aux mêmes règles sanitaires. Voilà, après, si des gens veulent plus d'informations, le mieux, c'est de prendre contact avec le service communication de la commune. On vous donnera tous les infos, tous les renseignements dont on dispose. Merci à tous pour vos participations. On va avancer sur le dernier défi. Hélène, je te laisse prendre la suite. Oui, alors le dernier défi, puisqu'il y a des gens qui ont des réunions à 14h, donc voilà, c'est parfait, on est dans le bon timing, il nous reste un petit quart d'heure pour terminer. Alors peut-être que récemment, dans votre entreprise, votre commune, votre association, vous avez organisé un événement et vous êtes retrouvé à remplir 5 sacs poubelles d'assiettes jetables, couverts, restes de déchets alimentaires. Et là, vous vous dites que pour le prochain événement, vous ne voulez pas refaire la même chose. Et donc, en fait, si vous anticipez un petit peu l'organisation, il y a plein de dispositifs qui sont en place sur le territoire et c'est Mathilde Belluz qui va vous les expliquer. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Très bien. Alors, pour être complètement honnête, alors en effet, j'interviens dans le défi 11.5 trier pour recycler, mais pour être franche avec vous, je vais détourner un tout petit peu le contenu pour vous parler encore un peu plus de réduction des déchets, parce que le tri et le recyclage, c'est pas une fin en soi, c'est nécessaire, mais ça permettra vraiment pas de résoudre l'immense problème de la surproduction de déchets, donc voilà, je vais en mettre encore une toute petite couche, on va parler un peu de tri, promis, mais surtout de réduction. Donc, pour vos événements, effectivement, la première action, c'est éliminer le jetable. Donc, c'est facile à dire. J'ai essayé de vous relever ici les deux gros postes de production des déchets et puis quelques exemples de déchets fréquemment produits dans les événements, soit des événements culturels, sportifs, etc. Donc bien sûr, les gobelets et tout ce qui est en lien avec les boissons, donc la restauration d'une manière générale, mais donc les gobelets, les bouteilles, etc., les canettes. Alors ça, c'est assez facilement abandonnable, comment dire, on a une bonne éliminable, disons, on a une bonne solution pour vous, on a le pack éco-événement, on peut vous proposer donc des gobelets, des pichets et même des rampes à eau dans le pack éco-événement. Donc c'est, quand je dis on, c'est le département de l'Isère qui a créé ce pack éco-événement il y a maintenant de nombreuses années et la métropole a conventionné avec eux pour pouvoir étoffer un peu ce pack et l'appliquer, vraiment le rendre plus facilement accessible sur le département de la métropole, sur le territoire de la métropole, pardon. Donc on a par exemple pour les événements sportifs des rampes à eau pour permettre de remplir les gourdes notamment. Voilà. Et on a donc les gobelets. La chose assez importante à savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de les laver, donc ça c'est un gros point. Ulysse, tout à l'heure Jean-Jérôme Calvier d'Ulysse vous en a fait parler du fait qu'ils étaient prestataires pour le département, donc c'est donc pour ce pack éco-événement, et donc vous n'avez qu'à emprunter le pack et le rendre tel quel, et Ulysse se charge de laver les gobelets. Voilà. Ensuite, je ne vais pas pouvoir détailler tous les autres types de déchets, mais globalement, on a beaucoup de vaisselle, en effet, les nappes, etc., souvent jetables. Là, pour l'instant, le pack éco-événement ne propose rien, mais on y travaille. C'est pas facile, mais on va essayer de voir comment on peut potentiellement avoir de la vaisselle réutilisable également, voire des couverts à vous proposer. Pour l'instant, il existe bien sûr beaucoup d'organismes de location, mais on peut également mutualiser le stock entre différents organismes, différentes entreprises ou différentes assos au sein d'une collectivité. Le gaspillage alimentaire, très rapidement, la clé, vraiment, c'est la réservation, hein, les inscriptions, les grands buffets ouverts, ça, c'est vraiment à éviter. L'idée, c'est vraiment de savoir, d'avoir une vision assez fine du nombre de convives, du nombre de participants. Et enfin, très rapidement encore, les emballages, bien sûr, essayer de privilégier les grands conditionnements. Voire le vrac, parce qu'il y a beaucoup de petits magasins, plus ou moins grands magasins, qui peuvent fournir en grande quantité en vrac pour les événements.
la fausse bonne idée, les couverts dits compostables ou recyclables, puisque sur le territoire de la métropole, les couverts ne sont pas en plastique, même si c'est marqué en gros recyclable ou même en verre recyclable. Ce n'est pas verre VERT, pardon. Si c'est sur le territoire de la métropole, nous n'acceptons pas les couverts dans nos poubelles de tri. Quant aux couverts compostables, ils le sont très rarement et on ne les accepte pas non plus ni dans les composteurs individuels, ni dans les poubelles marron. Voilà. Enfin, les objets, décoration, un autre poste de production de déchets. L'objectif, bien sûr, limiter les goodies et si on doit faire des cadeaux, faire des choses très utiles, pratiques, qui resteront ou des bons pour. Et enfin, tout ce qui est utilisé, eh bien, les réutiliser, les collecter pour les réutiliser, tels que les badges, les dossards, etc. Voilà, faire en sorte qu'à la fin de l'événement, on récupère tout ce qui ne veut pas être gardé par les participants pour être réutilisé. Là, on n'a pas le temps, mais juste à la fin de la dernière diapo, il y avait donc juste un petit lien pour vous montrer une vidéo, excuse-moi Hélène, le petit lien bonus. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo de Greenpeace qui, je trouve, est un super outil de communication sur le plastique jetable. Voilà, l'histoire d'une petite cuillère qui est vraiment très chouette. Ça dure 2-3 minutes. Il faut vraiment aller voir cette petite vidéo. Merci. Et donc, une fois qu'on a essayé de réduire, voilà, on trie vraiment ce qu'il reste. Voilà, je vous ai promis, je vous parlerai un peu de tri quand même. Donc, dans ce pack éco-événement, on a également des poubelles de tri à votre disposition et des poubelles de tri qui sont faciles et pratiques à transporter en voiture, etc. Donc, le pack éco-événement, on a 2 points de retrait sur la métropole. On en a un à Hébin et on en a un à la Bifurque maintenant. Et l'objectif, c'est peut-être qu'on arrive à en avoir au moins 1 ou 2 autres pour voilà, rendre ce pack très accessible, enfin, que ce soit plus accessible à un plus grand nombre. Et donc, voilà, il y a des modalités de réservation différentes pour ces 2 types de poubelles. Les premiers en métal, les premières poubelles en métal sont via donc, le pack éco-événement, via le département d'Isère. Je vous ai mis le lien. Et alors, uniquement pour les associations et les collectivités, et vous me direz pourquoi pas les entreprises, parce qu'après, on a un problème de concurrence déloyale. Notre système est gratuit, etc. Et du coup, on privilégie ce pack pour les associations et les collectivités, les entreprises qui ont a priori peut-être un peu plus de budget ou qui peuvent se payer une prestation ou leurs outils en propre voilà, ne peuvent pas accéder à ce pack. Je suis désolée Mathilde, il faut vraiment qu'on passe à la dernière intervention. De toute façon, c'est toi qui l'as fait. Et de toute manière, c'est moi, donc voilà, je vais me couper la parole. Et donc, simplement, pour aller plus loin, Hélène, je veux bien juste que pour aller plus loin, on a donc 2 guides de Zero Waste France que je trouve très bien parce qu'ils sont très rapides, courts, concis. Ils sont chouettes. Mon événement Zero Waste ou mon événement sportif Zéro Déchet. Et on a également la ville de Paris, quand je dis on, nous n'avons rien fait, mais la ville de Paris qui a de super guides hyper pratiques. Voilà, c'est pour les événements et tous les autres guides du zéro plastique. Je vous conseille d'aller voir sur la ville de Paris, ils ont des chouettes guides. Voilà. Donc, je suis désolée, c'était très rapide. Merci Mathilde, c'était très intéressant. Et donc effectivement, tu vas enchaîner puisque Guéry a eu un imprévu de dernière minute, donc je te remercie de le remplacer sur le pouce. Et tu vas nous expliquer que si vous souhaitez faire de la sensibilisation, que ce soit dans votre commune, via l'école ou via le marché ou dans les entreprises, votre association, votre entreprise, les 6 messagers du tri peuvent intervenir. Donc, comment on fait pour les solliciter et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tout à fait. Alors du coup, voilà, c'était mon collègue Guéry Gergo qui est donc coordinateur des messagers du tri qui était censé vous faire cette présentation. Donc, je vais essayer de faire aussi bien que lui. Donc les messagers du tri, ils interviennent pour un grand nombre de publics. Donc d'abord le grand public pour tenir des stands lors d'événementiels, lors de marchés, etc.
On fait aussi des stands en pied d'immeuble pour la sensibilisation dans des quartiers, etc. Donc, soit ce sont des stands globaux assez généralistes sur le tri des déchets et la réduction des déchets en général, soit on peut aussi faire des ateliers un peu plus thématiques sur voilà, gaspillage alimentaire ou le compostage, ou bon, voilà. Donc, il y a tout un tas de panels d'animation, etc. Donc, les messagers, ils savent s'adapter à ça. Et puis, on a aussi, ce qui représente, c'est vrai, le gros de leur activité, c'est aussi les animations dans les écoles. Alors, hop, excuse-moi, juste la diapo d'avant, voilà, parce qu'en effet, on va enchaîner la diapo d'après, reparlera des écoles et donc du dispositif 1, 2, tri école qui est donc au milieu. Mais voilà, il y a aussi d'autres types d'interventions. Et on a par exemple les visites du centre de tri qui sont c'est un formidable outil pédagogique. Oui, c'est le centre de tri des déchets. Mais alors, on se rend compte vraiment de la montagne de déchets qui arrivent quotidiennement, que l'on produit vraiment. Et donc, je vous recommande vraiment d'aller voir ce centre de tri à Tanor. On propose des visites grand public très fréquentes. On peut également donc accompagner les usagers au compostage, comme on vous l'a déjà dit un peu plus tôt, compostage déchets verts, mais on peut également accompagner les entreprises et autres professionnels si vous avez besoin de mettre le tri en place ou de réduire vos déchets. Ce sont les messagers du tri, mais ils commencent à avoir quelques notions en réduction des déchets également. Donc voilà, même si c'est vrai qu'on est beaucoup mobilisé pour les événements grand public et les écoles, mais on peut encore avoir un peu de temps, bien sûr, pour les professionnels si vous avez besoin de nous. Voilà. Et donc, merci. Et donc là, petit zoom sur l'un des projets phares que l'on a mis en place depuis maintenant 3-4 ans et qu'on continue de déployer. C'est donc 1, 2, tri école. Là, l'objectif, c'est donc, comme son nom l'indique, de mettre le tri en place dans les écoles parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, ça paraît pourtant assez basique, mais on a encore beaucoup d'écoles voilà, où il faut qu'on mette le tri en place. Et donc, on a déployer toute une petite méthodologie avec des diagnostics et la formation de toutes les parties prenantes, et Dieu sait s'il y en a en entreprise, enfin en école, pardon, de l'agent d'entretien à l'élève, en passant par le périscolaire, les élèves, etc. Donc voilà, on a toute une méthodologie pour mettre le tri en place, mais pas que, pour former, etc. Et aussi pour les inciter à mettre en place des actions de réduction. Donc voilà, très rapidement, vous avez les contacts de mon collègue Gergo Kovacs, qui est donc chef d'équipe des messagers du tri, qui pourra vous en dire plus si besoin. Merci. On va prendre les questions, tout pour Mathilde, du coup. Alors, s'il y en a à l'oral, n'hésitez pas. Sinon, Clara va lire celle du chat. J'en ai pas pour l'instant. J'ai des merci pour l'organisation de l'atelier. Si en entreprise, en entreprise, que peut-on faire pour trier les déchets plastiques liés principalement au repas des collaborateurs? Et oui, voilà, c'est ça la question. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut recycler les déchets, j'imagine? Est-ce que la personne peut-être qui a posé la question peut peut-être préciser juste la question, parce que est-ce qu'on peut mettre dans des poubelles de tri, c'est ça, les déchets comme j'imagine des assiettes ou jetables ou des choses comme ça, non? Sandrine, est-ce que vous voulez bien préciser la question? Vous m'entendez? Oui. Oui, donc en fait, c'est tout ce qui est recyclable. Enfin, quand les collaborateurs vont acheter des choses à droite à gauche, et que c'est tout en emballage plastique pour beaucoup des pots de yaourt, les salades, etc. Et savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour pouvoir trier, pas mettre dans la poubelle du tout venant, et puis que ça soit recyclé derrière, comme c'est fait dans le cercle de la métro en fait. Alors, peut-être que je crois comprendre, peut-être vous n'avez pas de poubelle, de bac de tri, c'est peut-être ça, vous êtes peut-être en zone industrielle? C'est ça. Ou en zone artisanale, c'est ça, et vous n'avez que des gros bacs de tri du papier? Oui, le papier carton et puis Okay. le gris, enfin le tout venant, quoi. Oui, je comprends. Oui, alors c'est vrai que c'est une particularité sur le territoire de la métropole, ce qu'on appelle les ISA, zones industrielles et artisanales. Il avait été fait le choix il y a maintenant plusieurs années
de ne mettre que des bacs, en effet, de tri du papier, parce que c'était le gros poste de production de déchets recyclables. On se repose, pour être complètement honnête, on se repose actuellement la question, on est en train de réanalyser tout ça, voir si c'est toujours judicieux ou pas de n'avoir que du papier, ou si en effet maintenant il faut vraiment mettre des bacs de recyclage, tout emballage, papier, carton et emballage. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution. Après, je crois qu'on peut installer, quand même faire des demandes. Il faut quand même potentiellement, faites la demande sur le site de la métropole, la gestion de relations aux usagers. Je ne sais plus comment s'appelle la partie contact, disons, parce qu'il me semble que ponctuellement, il peut être installé des points d'apport volontaires à proximité des zones où il y a une forte demande. Mais pour l'instant, c'est vrai que vous ne pouvez recycler que le papier en zone industrielle. D'où l'utilité d'avoir de plus en plus d'actions de réduction, en effet, pour réduire les déchets. Merci. Merci. Il y avait une autre petite question. Bonjour, PAC valable si on n'est pas sur Grenoble Métropole. Je crois avoir compris que c'est surtout le département de l'Isère, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, le département est en convention avec d'autres collectivités, pas que nous. Et donc, voilà, il y a par exemple la Bièvre, le Voironnais, enfin, voilà, il y a pas mal d'autres endroits sur le département où on peut retirer ce pack. La question sur un pack pour les entreprises, mais je crois que tu avais répondu en disant que pour l'instant, c'était uniquement réservé pour les collectivités et les assos, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dommage. Après, Mathilde, tu as précisé dans ton intervention que les entreprises pouvaient financer elles-mêmes et que vous ne voulez pas faire de concurrence déloyale pour ces prestations-là et que du coup, vous ouvrez que aux associations et aux communes. Oui, c'est ça, c'est le choix qui avait été fait par le département quand ils ont lancé le PAC. Donc voilà, on respecte ce choix. Et c'est après, vrai qu'on a toujours ce... Ouais. Vous proposez quand même que les messagers du tri viennent aider pour faire... Oui, tout à fait. Voilà, on peut venir accompagner, exactement. On peut venir accompagner et faire du cas par cas, disons, pour les entreprises qui sont vraiment motrices et qui sont motivées pour avancer. Alors, je vois qu'on a dépassé les 14 heures, donc on ne va pas vous retenir plus longtemps, mais en tout cas, on vous remercie. On remercie tous les intervenants d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention et on vous donne rendez-vous le 13 décembre prochain pour le dernier atelier de l'année qui sera sur Habiter la ville de demain. Ce sera en présentiel de 17h à 19h. Et donc, vous retrouverez Clara, parce que pour ma part, c'était mon dernier atelier que j'étais ravie d'animer, puisque je pars en congé maternité la semaine prochaine. Voilà. Je crois qu'on peut tous te saluer, Hélène. Ah, c'est mon directeur. Voilà, c'est Guillaume Thiriot, le directeur de l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne. J'ai suivi l'atelier de plus ou moins près, de loin. En tout cas, c'était passionnant, c'était très, très bien animé, comme à chaque fois. On a un formidable tandem pour coordonner tous ces défis et contribuer à cette dynamique de l'année Capitale Verte. Mais aujourd'hui, excuse-moi Clara, moi je veux saluer particulièrement Hélène, puisque en effet, dans une semaine, pour une très belle raison, elle nous quitte pour partir en congé maternité, mais dès le départ et très en amont de l'année Capitale Verte européenne, elle a porté haut cette question, ce sujet des défis. Ça n'a pas été simple toujours, parce que voilà, faut aller chercher les gens, les acteurs, quasiment un par un. Parfois c'est rude, parfois c'est difficile. Elle l'a éprouvé elle-même, mais elle n'a jamais baissé les bras et elle est repartie chaque fois. J'ai presque envie de dire au combat, parce que c'est une sorte de combat. En tout cas, c'est une vraie militance au sens étymologique du terme. Donc il y a quelque chose en effet qui est de l'ordre du combat. Donc bravo Hélène, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as apporté. Je voulais le dire ici quand même à la fin de cet atelier avec les quelques participants qui seront encore là. Merci pour tout ce travail que tu as fait pour animer thème par thème les défis de l'année et faire en sorte qu'il y ait une belle mobilisation comme on a pu l'observer pendant cette année Capitale Verte européenne. Merci Hélène. Merci Guillaume. Merci, bravo. Et donc, vous pouvez retrouver sur notre site internet cet atelier qui est enregistré et le support de présentation.
Merci beaucoup. Merci à tous pour votre engagement pendant toute l'année. Et merci Clara. Merci, bonne journée à tous.